À 21h14, j'ai posé mon téléphone face écran sur la nappe, à gauche de mon assiette. Le mode avion était activé, mais l'enregistreur tournait. Je l'avais testé dans la voiture, sur le parking, moteur coupé, 21h02. La salle s'appelait La Verrière, une extension vitrée d'un restaurant de zone commerciale. Table ronde, nappe blanche, éclairage chaud, musique trop basse pour couvrir les voix. Le personnel passait toutes les 8 minutes, plateau à la main, rythme régulier. Je suis arrivé à 20h53, badge prénom déjà imprimé. J'ai choisi une place périphérique, dos au mur, vue sur l'entrée et sur le buffet. Je n'ai pas touché au champagne. Je garde les mains visibles. Je réponds peu, je laisse les autres remplir l'espace. Je connais ce mécanisme. Un groupe reconstitue une version simplifiée du passé dès qu'il y a de l'alcool et des photos sur un écran. À 21h10, il est entré dans l'axe central. Même démarche qu'à 15 ans, épaules ouvertes, paumes offertes, micro-gestes de salutation répartis comme une distribution. Costume ajusté, montre visible, sourire calibré pour accrocher plusieurs personnes en même temps. On l'a appelé par son diminutif de lycée. Il l'a accepté sans correction. Il a pris la place près du centre, sans demander, juste en posant une main sur le dossier d'une chaise. Les autres ont cédé, personne n'a verbalisé le déplacement. La table s'est réorganisée autour de lui. Le serveur lui a tendu une coupe en premier. Il a fait une remarque sur la vieille bande, sur les survivants, sur ceux qui n'ont pas trop changé. Rire, on a répondu par des anecdotes rapides, des images sans date, des souvenirs faciles. Il a prononcé des noms d'anciens professeurs comme s'il lisait une liste. Chaque fois, il regardait quelqu'un en particulier, déclenchait une confirmation, puis élargissait le sourire au cercle. Je suis resté en bordure. On m'a reconnu par étapes. D'abord un regard qui glisse, puis une fixation, puis une question d'identité. Tu es... J'ai donné mon prénom et mon nom, calmement. J'ai ajouté mon poste, mon entreprise, parce qu'ici, ça sert de justificatif. On m'a serré la main. Prise rapide, pression standard, pas de chaleur. On m'a demandé où j'habite, j'ai répondu. On m'a demandé si j'ai des enfants. J'ai répondu sans détail. Les questions ont cessé, comme si mon profil était rangé. À 21h18, il a levé son verre. Un petit discours sans micro. Il a parlé de fierté, de trajectoire, de ceux qu'on a perdus de vue. Il a cité une réussite collective. On s'en est sorti. Il a utilisé le « on » pour se placer comme référence. On a approuvé. Plusieurs téléphones se sont levés pour filmer. Je l'ai noté, au moins 3 caméras dans un rayon de 2 mètres, plus les stories des personnes au bout de la table, l'écran des notifications reflété dans les verres. Je ne suis pas venu pour contredire un discours. Je suis venu pour exploiter ce format. Une salle, un public, une chronologie floue, et un homme qui parle comme si la mémoire lui appartenait. Le plan exigeait qu'il se sente en sécurité, qu'il se reconnaisse dans le récit qu'il raconte, qu'il se mette lui-même au centre, sans défense. À 21h22, le buffet a ouvert une seconde rotation. Les gens se sont levés, les groupes se sont fragmentés en îlots. C'est là que tout se joue. Les conversations parallèles, les validations, les corrections, les « tu te souviens ». Je me suis déplacé à vitesse lente, assiette à la main, comme n'importe qui. J'ai attendu d'être à portée d'un petit cercle où il se trouvait avec 3 personnes. 2 anciens proches, une femme qui avait été déléguée de classe, maintenant cadre dans une banque. Elle tenait un verre de vin blanc et une pochette de téléphone avec une chaîne dorée. Elle observait beaucoup. Elle parlait peu. Elle était un bon témoin, parce qu'elle recoupait. Il a lancé une anecdote sur une sortie scolaire. Il a décrit un car, des sandwichs, un prof qui s'énerve. Tout le monde a ri à l'avance avant la chute parce que son intonation donnait la consigne. J'ai laissé passer les premières phrases. J'ai compté les respirations et les interruptions. J'ai repéré la pause où l'on peut ajouter un détail sans provoquer de rejet, juste après un rire, quand le groupe est en relâchement. À 21h27, j'ai inséré mon premier élément comme une simple précision logistique. C'était le 12 mars 2001, le car numéro 3. On était assis côté droit, rang 5. Il a cligné des yeux une seule fois, plus long que nécessaire. Pas un geste de main. Il a gardé le sourire. Quelqu'un a dit « Ah ouais, t'as une mémoire de dingue ». Je n'ai pas répondu. Je me suis contenté de regarder mon assiette, puis le visage de la déléguée, puis le sien. Il a repris la parole immédiatement, en accélérant, comme pour recouvrir la joue. Mais il a évité de citer un détail. Il a sauté une portion du récit, un trou contrôlé. À 21h31, il a fait une blague sur ceux qui prenaient tout au sérieux. Il a jeté un regard latéral vers moi, rapide, puis il a regardé ailleurs. C'était la première fois qu'il m'intégrait dans sa ligne de mire. Il ne m'a pas nommé.
Il a seulement testé l'impact. Je n'ai pas bougé, je n'ai pas souri. J'ai bu de l'eau, une gorgée courte. J'ai laissé le silence faire son travail. Le groupe s'est remis à parler, mais la déléguée m'a demandé « Pourquoi tu te souviens de la date ?» Je l'avais prévu. J'ai posé ma fourchette 21h33. J'ai ajusté mon badge du bout des doigts. J'ai relevé la tête. Dans ma tête, le texte était déjà fixé, mot pour mot, comme un enregistrement que l'on relance au bon moment. Je savais exactement quelle phrase prononcer en premier et laquelle devait tomber en dernier. Et à cet instant, il a reconnu la structure avant même le contenu. Le premier souvenir n'est pas une image. C'est un horaire. 7h42. Couloir du bâtiment B. Le carrelage avait été nettoyé trop tôt, odeur d'eau javellisée, traces de pas encore humides. J'avais un sac bleu, fermeture cassée, réparé avec un trombone. Il m'a arrêté d'une main posée à plat sur la poitrine, sans force apparente. Le geste suffisait. 2 autres étaient derrière, pas nécessaires, mais visibles. La transaction s'est faite sans phrase complète. Une demande courte présentée comme une évidence. J'ai ouvert le sac, il a pris le carnet noir, celui avec les feuilles encadrillées. Il l'a feuilleté devant moi, rapidement, comme on vérifie une marchandise. À ce moment-là, je n'ai rien dit. Je me suis décalé de 20 centimètres pour libérer le passage. Le carillon de la sonnerie a retenti à 7h45. Il est parti avec le carnet sous le bras. Les autres ont ri, un rire mécanique, synchronisé. Personne n'a regardé mes mains. Le carnet n'était pas un objet intime. Il contenait des horaires, des calculs, des listes. Il a servi de prétexte. Le soir même, à 18h12, j'ai appris qu'il circulait. Pages arrachées, commentaires ajoutés au stylo rouge. Les annotations étaient en simple, lisibles par tous. Une interprétation collective s'est mise en place en moins de 48 heures. Je l'ai observé se stabiliser. La semaine suivante, le vol a été officialisé par la répétition. À chaque pause, on me demandait où était mon truc. On utilisait le diminutif de mon prénom, raccourci, plus facile à lancer. Les échanges suivaient un schéma précis. Question, rire, regard vers lui, validation. Il ne forçait jamais. Il laissait les autres faire. À 12h23 le lundi, il m'a rendu le carnet, incomplet, devant 3 personnes. Il a dit « Faut pas laisser traîner ». Il a souri. La phrase a circulé plus que le carnet. Les conséquences ont été administratives avant d'être sociales. Notes en baisse, absence non justifiée, parce que je changeais de trajectoire dans le bâtiment. Je m'asseyais toujours au fond, côté fenêtre, pour limiter les angles morts. Je parlais moins, pas par retrait, mais par économie. Chaque mot prononcé générait un retour imprévisible. J'ai commencé à consigner les faits ailleurs, sur des feuilles volantes, datées, rangées par ordre chronologique. Pas de commentaires, juste des entrées. Lui, au même moment, consolidé. Il occupait l'espace. Il choisissait les bancs, les tables, les équipes. Il utilisait les professeurs comme des accessoires neutres. Quand il était repris, il haussait les épaules, acceptait la remarque, puis la reformulait plus tard comme une preuve de caractère. Il savait quand intervenir et quand se taire. Il n'a jamais élevé la voix. Il n'en avait pas besoin. Le second incident a eu lieu en avril. Salle informatique. 14h06. On devait rendre un travail en binôme. Mon nom figurait sur le document, mais le fichier avait été modifié. Les paragraphes étaient indéplacés, certaines phrases remplacées. Le style ne correspondait pas. L'enseignant a demandé une explication. Il a répondu à ma place. Il a parlé de répartition, de complémentarité. Il a utilisé le pluriel. J'ai corrigé un détail technique, sans l'accuser. Il a posé une main sur mon épaule, geste bref, visible. Le message était clair pour ceux qui savaient lire les gestes. Le rapport final m'a été attribué en partie. Une partie suffisante pour diluer la responsabilité. Lui a reçu les félicitations pour la coordination. À la sortie, quelqu'un m'a dit que j'avais de la chance d'être avec lui. J'ai noté l'heure. À partir de là, le mécanisme s'est automatisé. Chaque humiliation était présentée comme une redistribution. Chaque perte devenait une preuve d'inadaptation de ma part. Le groupe absorbait la version la plus simple. Je n'ai pas cherché à corriger. J'ai observé les délais de propagation, les relais, les silences. J'ai appris quels témoins oubliaient vite et lesquels stockaient sans parler. La fin du lycée n'a pas été un point de rupture. Elle a été une continuité. Il est parti avec une réputation intacte. Moi, avec un dossier neutre, sans incident officiel. Rien à signaler. C'est ce vide qui m'a servi. À l'université, puis dans le travail, j'ai reproduit une méthode inverse. Laisser des traces, mais sans bruit. Tout documenté, tout daté. Pas pour me défendre, mais pour vérifier. Ce n'était qu'à 37 ans que j'ai compris la valeur exacte de ce qui avait été pris.
Pas le carnet, pas les notes, le droit de raconter. Il avait confisqué la narration et l'avait transformée en capital social. Et ce capital avait traversé les années sans être audité. À 21h36, dans la salle vitrée, pendant que la déléguée attendait à ma réponse, j'ai su que le moment du rappel était arrivé. Pas sous forme d'accusation, sous forme de restitution. Je n'allais pas parler de ce qu'il m'avait fait. J'allais décrire ce qu'il avait pris étape par étape, comme on décrit un transfert de propriété. Et je savais déjà quelle date allait faire basculer la table. À 21h37, j'ai répondu à la déléguée sans modifier le volume de ma voix. J'ai donné une raison fonctionnelle, parce que j'ai gardé les relevés. Elle a hoché la tête sans sourire. Le cercle s'est légèrement resserré. Quelqu'un a reposé son verre. Les conversations voisines ont continué, mais avec moins de débit. Le bruit de fond est devenu utile, il masquait les silences. Je me suis placé de façon à être vu de 3 angles, pas au centre, à l'intersection. J'ai commencé par des éléments neutres, lieu, horaire, procédure. J'ai évité les pronoms. J'ai utilisé les noms propres, une seule fois chacun. J'ai parlé du bâtiment B, de la salle informatique, du quart numéro 3. J'ai décrit la disposition des tables, la position des sacs, l'ordre des passages. Chaque phrase était courte, aucun commentaire. Il a tenté une reprise, une plaisanterie rapide, lancée comme une bouée. Personne n'a répondu immédiatement. J'ai continué. J'ai précisé des dates. J'ai cité des enseignants, non pas pour les incriminer, mais pour fixer un contexte. J'ai rappelé des règles, travaux en binôme, évaluation commune, rendu numérique. J'ai mentionné des résultats chiffrés, sans adjectif. Les chiffres ont suspendu l'écoute. Ils obligent à recalculer. À 21h41, j'ai observé un premier décalage. La femme de la banque a posé sa pochette sur la table, chaîne tournée vers l'intérieur. Un ancien proche a cessé de hocher la tête. Il a regardé alternativement mon visage et celui de l'autre, comme pour aligner 2 versions. Je n'ai pas cherché ce regard. J'ai maintenu le flux. Je n'ai pas accusé. J'ai décrit une succession d'événements tels qu'ils auraient dû pu figurer dans un compte-rendu. J'ai utilisé le conditionnel uniquement pour signaler une divergence documentaire. J'ai précisé quand une version avait circulé et quand elle avait été reprise. J'ai indiqué les délais, 24 heures, 48 heures, une semaine. La temporalité a commencé à peser. Il a réagi en minimisant. Il a parlé de souvenirs flous, de lycée, de gaminerie. Il a ri à la fin de ses phrases pour relancer l'air. J'ai attendu qu'il termine. J'ai noté l'interruption comme un point de contrôle. Puis j'ai repris au même endroit, sans haussement de ton. J'ai répété une date. La répétition a fait son effet. Elle a déplacé l'attention du rire vers la vérification interne. À 21h44, j'ai introduit un élément de liaison. Pas un fait nouveau, une correspondance. J'ai expliqué comment une anecdote avait servi de matrice à une autre, comment une phrase avait été recyclée dans un autre contexte. J'ai parlé de circulation de récits. Le terme a été compris. Plusieurs personnes travaillent avec des présentations, des pitchs, des mémoires synthétiques. Elles reconnaissent par la mécanique. Le serveur était passé, il a proposé de débarrasser. Personne n'a répondu. Il est reparti avec 2 verres seulement. Le reste est resté en suspens. J'ai poursuivi. Je me suis assuré que chaque information pouvait être reprise par quelqu'un d'autre sans moi. C'était la condition. J'ai utilisé des formulations transmissibles. Pas de détails intimes, pas de ressenti. Seulement des éléments vérifiables ou, à défaut, plausibles par recoupement. Je savais que certains avaient des archives numériques, des photos, des anciens mails. Je n'en ai pas parlé. J'ai laissé l'idée s'installer. Il a tenté une autre stratégie, l'inclusion. Il a dit mon prénom en entier. Il a fait mine de se souvenir d'un détail positif me concernant. Un compliment tardif, placé comme une correction. J'ai accepté le compliment d'un signe de tête, sans commentaire. Puis j'ai ajouté un point qui le contredisait indirectement. La contradiction n'était pas frontale. Elle portait sur un ordre chronologique. À 21h48, la salle a changé de densité. Les gens se rapprochaient sans s'en rendre compte. Les voix périphériques ont baissé. Quelqu'un a demandé si j'avais tout noté. J'ai répondu. À l'époque, oui. Pas plus. La réponse a produit un silence utile. Elle a déplacé la question vers le passé, là où il ne pouvait pas intervenir sans se dévoiler. Je n'ai pas regardé son visage à ce moment-là. J'ai observé ses mains. Elles ont cessé de bouger. Il a posé sa coupe sur la table avec plus de force que nécessaire. Un bruit sec. Bref, personne n'a ri. J'ai continué à parler, mais j'ai ralenti. Le ralentissement a signalé que l'on approchait d'un point de bascule. À 21h51, j'ai introduit la date que j'avais annoncée intérieurement plus tôt. Je l'ai dite une seule fois.
Elle a raisonné parce qu'elle ne faisait pas partie du folklore. Elle correspondait à un événement public, documenté, dont plusieurs personnes avaient été témoins sans le relier au reste. J'ai décrit la scène en termes d'organisation. Salle polyvalente, micro, liste de noms, ordre de passage. Il a tenté d'interrompre. Sa voix est montée d'un demi-ton. Je me suis arrêté. Je l'ai laissé parler. Il a bafouillé sur un détail. Il a corrigé une minute, puis une autre. Les corrections successives ont fragilisé sa position. Quelqu'un a dit « Attends, laisse-le finir ». Ce quelqu'un n'était pas moi. À 21h54, j'ai repris, mais seulement pour conclure la séquence. J'ai indiqué que tout ce que je venais de dire avait été présenté à l'époque comme un ensemble cohérent par une seule personne. J'ai laissé le sujet implicite. Les regards ont convergé. Le groupe avait reconstitué la figure sans que je la nomme. Je savais que le prochain pas ne m'appartenait plus. La narration avait changé de propriétaire. Et à cet instant précis, j'ai compris que la partie la plus risquée commençait maintenant. À 21h56, je me suis tu volontairement. Le silence n'était pas une pause, c'était une consigne implicite. J'ai laissé le groupe traiter l'information sans guide. Les corps ont fait le travail. Des chaises ont pivoté de quelques degrés, des épaules se sont refermées. L'espace central s'est déplacé sans annonce. Il a repris la parole trop vite. Il a tenté de résumer ce que je venais de dire, mais en modifiant l'ordre. C'est une erreur fréquente, vouloir réencoder un récit avant qu'il ne se stabilise. Il a parlé de malentendus, de perceptions différentes. Il a utilisé le mot « époque » comme un écran. J'ai noté qu'il évitait désormais les dates. Il parlait en blocs flous. Je n'ai pas corrigé. J'ai laissé ces reformulations s'empiler. Chaque approximation ajoutait une couche de bruit. Le groupe comparait en temps réel. Je voyais les regards se lever légèrement, comme quand on fait un calcul mental. Personne ne riait plus. La femme de la banque a posé une question technique, pas une question morale. Elle a demandé comment un travail pouvait être modifié sans laisser de traces à l'époque. J'ai répondu factuellement, disquette, poste partagé, absence de sauvegarde automatique. J'ai décrit la procédure sans commentaire. Il a hoché la tête, trop vite. Il connaissait déjà la réponse. Cette reconnaissance l'a trahi plus que n'importe quel déni. À 22h01, quelqu'un a mentionné un autre épisode, indépendant du mien. Une plaisanterie ancienne, une mise à l'écart lors d'un voyage. Le récit a été bref, sans pathos. Il s'est inséré naturellement dans la chronologie que j'avais posée. Je n'ai pas réagi, je n'ai pas validé. Le fait qu'il puisse exister sans moi était la preuve que la structure tenait. Il a tenté de recentrer sur lui en rappelant un succès collectif de la fin d'année. Il a parlé d'une victoire sportive, d'un événement fédérateur. J'ai attendu la fin, puis j'ai ajouté un détail périphérique, l'absence de certains noms sur la photo officielle. J'ai cité la source de l'image, un ancien site, aujourd'hui archivé. Je n'ai pas dit qui manquait. Plusieurs personnes ont regardé leur téléphone, réflexe immédiat. La vérification allait se faire sans moi. À 22h05, la dynamique avait changé. Il n'était plus l'initiateur. Il répondait. Ses réponses devenaient lestées défensives sans être agressives. Il parlait plus longtemps avec des phrases complexes. C'est un signe de surcharge. Les autres parlaient là par segments courts. L'asymétrie était visible. Je me suis déplacé d'un pas vers l'arrière. Pas une fuite, un retrait calculé. J'ai laissé un espace vide là où j'étais. Le groupe a continué sans combler le trou. C'était important. La narration ne devait pas dépendre de ma présence physique. Il a essayé une dernière stratégie, l'autodérision. Il a admis des excès, a souri, a levé les mains. Le geste a été perçu comme tardif. L'autodérision fonctionne quand elle précède l'accusation, pas quand elle la suit. Personne ne l'a contredit. Personne ne l'a soutenu non plus. Le vide s'est installé autour de lui. À 22h09, j'ai observé ces signes physiologiques. Rougeur au niveau du cou, respiration plus haute, regard fuyant puis fixe comme s'il cherchait un point d'ancrage. Il a trouvé un ancien ami assis à sa droite. Celui-ci a baissé les yeux. Le contact n'a pas tenu. Je n'ai toujours pas parlé. J'ai laissé les autres combler. Une question est revenue, posée par quelqu'un que je n'avais pas identifié comme concerné. Pourquoi personne n'a jamais rien dit ? La question n'était pas adressée à moi. Elle flottait. Il a tenté d'y répondre. Sa réponse a été longue, circulaire. Elle n'a satisfait personne. À 22h12, j'ai repris la parole pour la première fois depuis plusieurs minutes. Une seule phrase, neutre, parce que la version disponible fonctionnait. Je n'ai pas précisé pour qui. La phrase a été absorbée. Elle a servi de clé. Les regards ont changé d'angle. On ne cherchait plus un coupable, mais un mécanisme. Il a compris à ce moment-là.
Je l'ai vu dans la façon dont il a ajusté sa veste, geste automatique de maintien de façade. Il a regardé autour de lui comme on évalue une sortie. La musique de fond a repris un peu de volume, mais trop tard. Le serveur est repassé, hésitant. Il a proposé un dessert. Personne n'a répondu. À 22h15, une ancienne camarade a raconté un souvenir qui contredisait frontalement l'un de ses récits favoris. Elle a donné un détail précis, inutilement précis. Le genre de détail qu'on n'invente pas. Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Il n'avait plus de marge. Chaque correction devenait suspecte. Je me suis rendu compte que je n'avais plus rien à ajouter. Tout ce qui restait à dire serait redondant. La structure était complète. Le mythe ne tenait plus par défaut. Il devait désormais être défendu activement, et personne n'était volontaire. À 22h18, il s'est levé sous prétexte d'aller fumer. Le geste était brusque, la chaise a raclé le sol, personne ne l'a suivi. Le cercle ne s'est pas ouvert pour lui laisser un passage clair. Il a contourné, légèrement penché, comme s'il portait un poids invisible. Je l'ai regardé s'éloigner vers la porte vitrée. Je n'ai ressenti aucun changement interne mesurable. J'ai simplement noté que la place centrale était vide et que personne ne cherchait à la reprendre. À ce moment précis, j'ai compris que la phase suivante ne dépendait plus de ce que j'avais préparé, mais de ce que le groupe allait faire de ce silence. À 22h19, la porte vitrée s'est refermée derrière lui sans bruit sec. Le joint a amorti l'impact. La salle a continué de respirer. Personne n'a commenté son départ. C'est un détail important, l'absence n'a pas été nommée. Elle a été intégrée. Je suis resté debout, pas au centre, légèrement en retrait, près du pilier métallique qui soutient la verrière. J'avais encore une vue sur l'extérieur. Je voyais la zone fumeur, éclairage froid, silhouette découpée. Il était seul. Il a sorti son téléphone. Il a regardé l'écran sans taper. À l'intérieur, la circulation de la parole avait changé de sens. Les gens parlaient entre eux sans chercher un point d'approbation unique. Les phrases commençaient par « je me souviens » et non plus par « tu te rappelles ». Les récits étaient un peu courts, précis, parfois maladroits. Ils n'avaient plus besoin d'être performés. Ils existaient. Quelqu'un a demandé si on devait attendre avant de passer au dessert. La question est restée sans réponse. Le serveur est reparti. La table centrale n'était plus une scène, c'était un support. À 22h22, la femme de la banque m'a rejoint. Elle n'a pas parlé tout de suite. Elle a regardé dehors, puis elle a dit « Il racontait toujours cette histoire-là ». Pas une accusation. Un constat de fréquence. J'ai acquiescé d'un signe de tête. Elle a ajouté « Elle ne collait jamais avec ce que j'avais vu ». Elle a regardé sa montre. Le temps devenait à nouveau une unité mesurable. Je n'ai pas répondu. Ce n'était plus nécessaire. Elle est retournée à sa place. Elle a pris son téléphone et a montré quelque chose à la personne à côté d'elle. Je n'ai pas cherché à voir. Le mouvement suffisait. À 22h25, il est revenu, seul. Il a repris sa place sans demander. Il s'est assis plus loin du centre qu'avant. Personne n'a réorganisé l'espace pour lui. Il a tenté un sourire. Il a regardé autour de lui. Les regards étaient occupés ailleurs. Il a pris son verre, a bu, a reposé la coupe trop lentement. Il a essayé de reprendre une conversation latérale. Une phrase anodine sur le travail, sur un déplacement récent. La personne en face de lui a répondu brièvement, puis s'est tournée vers quelqu'un d'autre. La redirection a été fluide, non hostile, définitive. À 22h28, j'ai exécuté la dernière manœuvre. Elle ne consistait pas à parler davantage. Elle consistait à formaliser ce qui était déjà là, sans le dramatiser. J'ai dit à voix normale, comme on annonce une information pratique, l'enregistrement s'arrête ici. J'ai retourné mon téléphone, écran vers le haut, et j'ai appuyé sur stop. Le geste était visible, pas théâtral, transparent. Il a levé la tête immédiatement. Trop vite. Il a regardé le téléphone, puis mon visage. Il n'a rien dit. Quelqu'un a demandé « Quel enregistrement ?» J'ai répondu « Celui de la soirée ». J'ai ajouté « Comme pour les autres ». Je n'ai pas précisé lesquels. L'ambiguïté a travaillé pour moi. Je n'ai pas menacé, je n'ai pas expliqué l'usage, je n'ai pas parlé de diffusion. Le simple fait de l'existence a modifié le cadre. La parole venait de changer de statut. Elle était devenue archive potentielle. À 22h31, un silence dense s'est installé. Pas un malaise, un recalibrage. Les gens ajustèrent leur posture. Certains ont rangé leur téléphone, d'autres les ont sortis. Le passé venait de recevoir un support technique. Il a tenté de plaisanter. Sa voix était plus aiguë. La blague en tombait à plat. Il a regardé autour de lui, cherchant un relais. Il n'y en avait plus. Les alliances implicites s'étaient dissoutes sans conflit. Je me suis assis. Lentement. J'ai repris ma place périphérique. J'ai bu de l'eau, une gorgée.
J'ai posé le verre exactement là où il était avant. La symétrie me convenait. À 22h35, quelqu'un a proposé de faire une photo de groupe. La proposition a été acceptée. On s'est levé. Les positions se sont distribuées spontanément. Il s'est retrouvé sur le côté, partiellement masqué par une autre personne. Personne n'a corrigé le cadrage. Le photographe a pris 2 clichés. Sur aucun il n'était central. Je n'ai pas participé à la photo. Je me suis légèrement écarté. Personne ne m'a rappelé. C'était cohérent. À 22h38, les premières personnes ont commencé à partir. Les adieux étaient brefs, efficaces, des promesses vagues de se revoir, des échanges de contacts. Je n'ai pas été inclus dans ces projections. Ce n'était pas un rejet, c'était une clôture. Il est resté assis. Il a regardé les gens partir. Il a tapoté la table du bout des doigts, rythme irrégulier. Il a sorti son téléphone, a tapé un message, l'a effacé. 2 fois. Il a regardé vers moi. Je n'ai pas levé les yeux. À 22h42, j'ai pris ma veste. J'ai vérifié que je n'avais rien oublié. Téléphone, clé, portefeuille. J'ai fait un signe de tête général, pas un salut. Une reconnaissance de présence. Personne ne m'a retenu. En passant près de lui, j'ai perçu une odeur de sueur froide mêlée à l'alcool. Un détail physiologique. Je ne me suis pas arrêté, je n'ai pas ralenti, je n'ai pas accéléré non plus. À 22h44, j'ai franchi la porte vitrée. L'air extérieur était plus froid. J'ai respiré normalement. Sur le parking, les voitures étaient alignées comme prévu. J'ai marché vers la mienne sans me retourner. Ce n'est qu'en ouvrant la portière que j'ai réalisé la dernière inversion. Ce soir, je n'avais rien pris. J'avais rendu. Et je savais que, désormais, chaque fois qu'il raconterait son histoire, il devrait composer avec une version concurrente qu'il ne contrôlait plus. Le lendemain, à 7h18, j'ai écouté l'enregistrement dans la cuisine. Volume faible, fenêtre entr'ouverte, aucun bruit parasite significatif. Les voix étaient distinctes. Les dates ressortaient en clairement. Les silences aussi. Je n'ai rien modifié, je n'ai pas coupé. Je n'ai pas renommé le fichier. J'ai simplement vérifié l'intégrité et créé une copie chiffrée. Une précaution standard. Je n'ai envoyé aucun message, pas de résumé, pas de suivi. La propagation ne devait pas être active. Elle devait se faire par friction sociale. Je savais comment cela fonctionne. Un détail raconté à voix basse, puis répété avec prudence, puis vérifié. La mécanique est lente mais irréversible. À 9h42, j'ai reçu une notification LinkedIn. Une vue de profil, le sien. Pas de message. J'ai noté l'heure. À 10h03, une ancienne camarade m'a ajouté dans un groupe privé créé la veille au soir. Le nom du groupe était neutre, logistique, pas d'humour, pas de référence directe. J'ai accepté sans intervenir. Les échanges ont commencé à 10h11. Des phrases courtes, des questions factuelles, des captures d'écran anciennes, une photo de tableau datée de 2001, retrouvée sur un disque dur externe. Quelqu'un a corrigé une date, un autre a confirmé. Je n'ai rien posté, je lisais, je notais les convergences. À 12h27, son nom est apparu pour la première fois, sans qualificatif. Juste comme sujet grammatical, personne ne l'a défendu, personne ne l'a attaqué. Il était devenu une variable à examiner. C'était suffisant. Les jours suivants ont suivi un schéma prévisible. Invitation annulée, déjeuner reprogrammé sans lui. Un message collectif qu'il a envoyé trop long, trop explicatif. Des réponses polies, puis plus rien. Il a tenté de déplacer la conversation sur le terrain privé. Les gens ont préféré le collectif. La mémoire partagée est moins risquée. Je n'ai pas observé de chute brutale, pas d'explosion, pas de scène. C'était une érosion. Son récit n'était plus repris tel quel. Il était accompagné de parenthèses, de peut-être, de je ne sais pas si tu te souviens. Ces précautions affaiblissent un mythe plus sûrement qu'un démenti. 3 semaines plus tard, à 18h54, j'ai croisé son nom dans un commentaire public. Il racontait encore une anecdote de lycée. Quelqu'un a répondu par un emoji neutre. Quelqu'un d'autre a posé une question de date. Il n'a pas répondu. Le fil s'est arrêté là. Je n'ai jamais utilisé l'enregistrement. Il est resté stocké, intact. Sa simple existence avait suffi. Comme un document non produit, mais connu. Je n'ai pas cherché à savoir s'il était au courant de sa diffusion potentielle. L'incertitude est un état durable. À aucun moment je n'ai cherché réparation. Je n'ai demandé ni excuse ni reconnaissance. Je n'ai pas corrigé publiquement chaque inexactitude. J'ai laissé les autres faire le tri. Ils avaient désormais les outils. Ce qui a changé n'était pas visible immédiatement. Ce n'était pas son statut professionnel ni son réseau direct. C'était plus discret. Dans chaque interaction future, il devait anticiper une contradiction possible. Il ne pouvait plus parler seul. Il devait composer.
De mon côté, rien n'a été ajouté. Mon quotidien est resté stable. Même travail, même horaire, même cercle réduit. Je n'ai pas ressenti de variation mesurable. Pas d'accélération, pas de relâchement. Juste une continuité sans tension latente. Un mois après la soirée, la femme de la banque m'a envoyé un message bref. Merci pour la précision. Pas de smiley, pas de développement. Je n'ai pas répondu. Le message avait rempli sa fonction. Je n'ai pas revu le groupe. Je n'ai pas cherché à organiser quoi que ce soit. Les réunions commémoratives sont des dispositifs temporaires. Elles servent à réécrire. Cette fois, l'écriture avait été corrigée. Ce que j'ai compris rétrospectivement, c'est que la vengeance ne consistait pas à inverser les rôles. Il ne s'agissait pas de le réduire comme il m'avait réduit. Il s'agissait de retirer l'exclusivité de la parole. Une fois cette exclusivité levée, le reste s'est fait sans moi. Je n'ai pas gagné une place, je n'ai pas récupéré un objet, je n'ai pas changé d'image. J'ai simplement réintroduit des faits dans un espace qui les avait exclus par commodité. Le système a fait le reste. Aujourd'hui encore, il peut parler. Personne ne l'en empêche. Mais chaque phrase porte désormais le poids d'une vérification possible. Chaque souvenir appelle un contrepoint. Ce n'est pas une sanction. C'est une condition. La dernière fois que j'ai pensé à lui, c'était en rangeant un dossier ancien. Une feuille s'était glissée entre deux chemises. Une liste manuscrite, datée. Je l'ai relue, elle correspondait. Je l'ai replacée au même endroit. Rien n'a été effacé. Rien n'a été amplifié. Tout était resté à sa taille exacte. Et c'est là que la vengeance s'est achevée. Non pas quand il a perdu quelque chose, mais quand plus personne n'a eu besoin que je parle pour que le souvenir reste.